Notre invité François Rebsamen, ministre du Travail et de l'Emploi, bonjour. Bonjour, Jacques. Membre éminent du gouvernement. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une exploitation politicienne de la mort de Rémi Fraisse? Il y a des propos qui ont été tenus, qui n'auraient pas dû l'être, devant un tel drame, parce qu'il s'agit d'un drame. La mort d'un jeune de 20 ans, c'est un drame. Je crois qu'il faut d'abord être respectueux des proches, de la famille. Il faut s'incliner, il faut faire preuve de la compassion nécessaire et garder la mesure. Oui. Garder la mesure dans les propos, en attendant, bien évidemment... Donc il y a eu des mesures, si je comprends bien, dans les propos de certains, Cécile Duflot ou José Bové, mais avant tout Cécile Duflot. Il faut garder la mesure des enquêtes C'est la quoi? C'est une revanche politicienne? C'est quoi? C'est une volonté de chasser Emmanuel Valls? C'est quoi, François Rebsamen? Ce sont vos propos, Jean-Jacques Bourdin. Mais qu'en pensez-vous? Je pense que les propos étaient exagérés. On ne peut pas, dans ces circonstances, tout de suite employer des expressions comme celles qui ont été employées. Il faut savoir ce que va dire l'enquête administrative, et puis il faut aussi mesurer la violence qui s'exerce sur le terrain maintenant. Très souvent sur des projets qui sont validés par des élus après des périodes très longues. Est-ce qu'il faut suspendre ce projet? Moi je le pense. Je pense qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est de la responsabilité bien sûr du Conseil général en l'occurrence. Mais vous pensez qu'il faut le suspendre? Je pense que pour ramener le calme dans l'immédiat, le mieux c'est de suspendre le projet, mais c'est un avis personnel bien sûr. C'est un avis personnel, mais il compte, puisque je le rappelle, vous êtes un membre éminent du gouvernement. Deux choses encore. Enfin, une question encore, puis nous passons à l'emploi. François Rebsamen, qui est quand même le sujet majeur qui concerne les Français en premier lieu. François Rebsamen, le ministre de l'Intérieur a parlé de bavure. Non, il a dit il n'y a pas eu de bavure. Il a employé le mot bavure. Est-ce qu'il n'est pas allé trop vite en disant il n'y a pas eu de bavure? Il est soumis à une forte pression parce que je le disais, des propos ont été tenus qui n'étaient pas acceptables. Il y a une violence qui s'exerce de plus en plus maintenant dans ce genre de confrontation. Il y a des jeunes qui viennent de toute l'Europe, il faut savoir cela, qui viennent pour se battre. Disons les choses clairement, pour agresser aussi les forces de l'ordre qui, elles, appliquent la loi, défendent la loi quand les règles ont été respectées, ce qui était le cas en l'occurrence. Donc moi je pense qu'il faut attendre dans ces circonstances, attendre les résultats. Il n'attend pas les résultats quand il dit il n'y a pas eu de bavure. Il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête administrative. Et il suspend l'utilisation des grenades offensives en même temps. Oui, ça c'est une mesure, je pense, d'apaisement qu'il a pris immédiatement dans l'attente des résultats de l'enquête administrative qui a été lancée. Sauf que s'il y a des affrontements avec des éléments très durs, les gendarmes ne pourront plus utiliser les grenades offensives. Oui, mais je pense, j'espère, et c'est aussi un appel au calme que je lance à la reprise du dialogue, un tel événement doit faire réfléchir tout le monde. Et donc il est temps que ceux qui étaient des opposants résolus et violents se calment et arrêtent d'agresser en permanence les forces de l'ordre. C'est quand même le cas. Les socialistes ne vivent plus comme les gens. Les élus ne connaissent pas le terrain. Ils ne savent pas comment la vie se déroule dans une HLM, dans le quartier de la Fontaine-Douche, qui rassemble toutes les nationalités dans sa diversité. C'est vous qui avez tenu ces propos. J'ai dit que des élus, disons les choses clairement, j'ai dit que des élus du Parti Socialiste, mais de tous les partis d'ailleurs, la vérité. Enfin, vous avez parlé des élus du Parti Socialiste. Je parlais aux miens. Oui. Je parlais aux miens. Je voulais dire aux miens qu'il fallait rester. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce message? La volonté de rester en contact permanent avec la population. C'est l'expérience du maire que j'ai été, et peut-être que je reviendrai, qui disait ça à Dijon, bien sûr. Le seul moyen de savoir vraiment comment les gens réagissent, pensent, eh bien c'est d'aller les voir, c'est de leur parler, de les rencontrer. Ces élus socialistes qui ne vivent pas comme les gens, vous pensez à qui? À tous ces élus qui restent, je ne sais pas moi, qui sont... Vous savez, une carrière d'élu, eh bien c'est fait d'abord il faut avoir un métier, ensuite il faut se dire qu'il y aura des échecs et des victoires dans une vie
vie électorale, mais toujours il faut rester près du peuple et il faut toujours se renseigner pour savoir comment les gens vivent. Et donc il y a des gens, ça se passe à droite, ça se passe à gauche, qui ont fait des carrières uniquement dans des cabinets. Voilà. Alors, François Rebsamen, si je vous parle de cette phrase, de ces phrases-là, c'est parce qu'elles ont été prononcées dans le cadre d'une interview à un magazine qui s'appelle Miroir Mag, qui est un magazine bourguignon que vous connaissez bien. Oui, mais qui n'a pas respecté le minimum des règles, puisque... C'est pas ce que dit le journaliste. Il dit j'ai enregistré toute la conversation. Mais elle devait être publiée, vous savez comment ça se passe, vous êtes un journaliste émérite et connu, elle devait être publiée sur papier et l'interview devait être relue et donc il a mis en vrac en changeant des membres de phrases, en coupant des phrases de mon interview, ce qui n'était pas acceptable. Mais, par exemple, lorsque vous dites dans cette interview, je me bats depuis longtemps pour une vision libérale de l'économie, eh bien, il manque la moitié de la phrase. J'ai dit, vous savez, il y a deux types d'économies. Ça a toujours été comme ça. Il y a les économies administrées de type communiste qu'on a connues. Je me suis jamais reconnu. Et puis, il y a l'économie libérale. Et forcément, c'est dans celle-là. Vous reconnaissez dans l'économie libérale. C'est dans celle-là que nous vivons. C'est dans celle-là que nous vivons. Et vous voyez, quand on enlève la moitié d'une phrase, eh bien, ça dénature les propos. Bien. Vous dites aussi, il faut adapter notre système social. Ça, vous êtes d'accord? C'est vrai, oui. Bon. C'est vrai. Vous dites, ce système social est très protecteur. Il est très protecteur? Oui. Trop protecteur? J'ai pas dit trop protecteur. Non, mais je vous pose la question. Il est très protecteur. Est-ce que je peux donner un exemple? Allez-y. En Allemagne, il est beaucoup moins protecteur. Oui. Eh bien, en Allemagne, le taux de pauvreté des chômeurs, il est passé de 36%, on en parle en ce moment justement de la pauvreté, il est passé de 36% à plus de 60%. Nous, il est élevé, il est à 38%, mais il n'a pas bougé. Et donc, il est protecteur. Et pour qu'il reste protecteur, il faut qu'il soit parfait. Et juste. Et juste. Voilà. Donc juste, ça veut dire renforcer les contrôles. Oui, ça veut dire assouplir les seuils, assouplir la législation des 35 heures et autoriser le travail le dimanche. Pas du tout. C'est ce que vous dites dans cette interview. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Ah bon, alors là, non, vous ne pouvez pas transformer mes propos là. Bon, vous ne dites pas ça. Non, je ne dis pas ça. Bon. Et je dis si on interroge les personnes. Moi, je ne transforme rien. Je lis ce que dit ce journaliste. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, d'accord. Non, mais j'ai dit que les gens aujourd'hui, si on les interroge, ils sont favorables au contrôle, oui, bien sûr, mais contrôle ne veut pas dire, comment dire, poursuite, comment imaginer les choses maintenant. Mais vous êtes favorable au contrôle, vous. Mais j'ai dit que j'étais pour des contrôles. C'est quoi les contrôles à Pôle emploi? C'est la nécessité d'appeler les gens pour voir pourquoi ils décrochent, pourquoi ils cherchent... Ça fait du bruit, vos déclarations. C'est incroyable que ça fasse du bruit. Comment il est du devoir des agents de Pôle emploi de savoir pourquoi des gens ne cherchent plus d'emploi. Et donc, c'est même, comment dire, c'est un accompagnement renforcé, attendu, parce qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens peuvent décrocher. Vous avez d'ailleurs demandé à Pôle emploi d'être plus efficace. Mais j'ai vu ça. Mais bien sûr. J'ai vu ça hier. Mais il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens peuvent décrocher. Ils peuvent décrocher parce qu'ils sont découragés, ils peuvent décrocher parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils peuvent décrocher, etc. Et ce qui a, ce contrôle, ce qu'il a permis, c'est de redynamiser les gens dans la recherche d'emploi. C'est le travail de Pôle emploi. Ben, François Rebsamen, malgré l'amitié que je porte à Michel Sapin, il s'est totalement trompé. On ne juge pas le chômage mois par mois, mais sur des périodes plus longues, un trimestre ou un semestre. Oui, mais là, vous assumez ce que vous avez dit. Il en convient. C'est vrai. Je crois qu'il faut du temps. Je vais donner quelques exemples. Vous savez, ce pays a doublé sa richesse en 40 ans. Oui. Le produit intérieur brut a été multiplié par 2. Le chômage a été multiplié par 4. Donc il y a quand même un problème de fond dans notre pays. Il y a un échec global, collectif. Je n'ai jamais dit le contraire. Et on agit justement, pour remédier à cela. Le taux de chômage aujourd'hui, en France, il est de France métropolitaine. Il est de 9,7%. Est-ce que vous savez quel a été le record du taux de chômage dans notre pays ces 40 dernières années? C'était sous Alain Juppé, c'était 10,7%. Et donc vous voyez, on peut se redresser. Et donc on va se redresser avec les mesures qui ont été prises. Mais le taux de chômage de la France n'est pas... Aujourd'hui on croirait que la France est... Mais lorsque vous dites on va se redresser, oui, bien sûr. Le public ne vous croit
plus, ne vous écoute plus. Il m'écoute parce que je fais il ne vous croit plus, ils vont me croire parce que j'ai fait le constat. Bon. J'ai fait le constat que jusqu'à présent, ça n'a pas suffi. Et donc, il faut amplifier. Vous avez dit c'est un échec. Collectif, je viens de vous le dire. Collectif, vous l'avez dit. J'ai dit, nous sommes en échec collectif. Vous êtes en échec. Donc, le président de la République, le Premier ministre, les gouvernements qui ont précédé, les présidents qui ont précédé. Notre pays ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Sur ce point-là, il ne peut pas accepter de vivre avec un taux de chômage aussi élevé. Donc, nous devons agir. Vous avez tout essayé? Non, justement. Non, tout n'est pas essayé. Là, nous mettons encore en œuvre des mesures. Nous agissons. Et ça va porter ses fruits. Et je pourrais d'autant plus dire... En juin, c'est ce que vous dites. Oui, j'espère dans l'année prochaine, j'espère un retournement à la mi-2015. C'est vrai qu'on est dépendant... Vous espérez, mais pourquoi? Parce ça fait des mois qu'on entend des ministres nous dire on espère ça va se retourner. Mais non. Mais si, le président de la République, tout le monde, François Rebsamen. Mais forcément, quand on met en place des mesures, on attend de voir ce qu'elles vont produire. Elles vont produire leurs effets. Lesquelles mesures? Mais le CICE, par exemple. Dites-moi, le CICE, il a été imaginé et en janvier, il a été imaginé. En 2013, janvier 2014, il est présenté. Nous sommes au mois d'octobre, fin octobre 2014, et vous me dites, ça n'en portera pas ses fruits avant la mi-2015, et encore. Oui, parce que il faut du temps pour que les mesures portent leurs fruits. Il y a encore des entreprises qui connaissaient pas le CICE. On est responsable de ne pas avoir fait assez de pédagogie autour de ces mesures. Elles porteront pleinement leurs fruits à partir du 1er janvier, avec en plus la baisse des cotisations. Nous, on a redonné des marges aux entreprises, mais d'une manière incroyable. Ce gouvernement va redistribuer 2 points de PIB, c'est-à-dire 40 milliards d'euros, pour que les entreprises recréent aujourd'hui de l'emploi, qu'elles reprennent confiance en elles. Mais tout n'est pas là encore, ça va venir au 1er janvier. Le CICE, il est de 4% aujourd'hui, il sera de 6% l'année prochaine. C'est un encouragement aux entreprises qu'on donne. Et moi, je secoue les branches pour qu'elles se mettent au travail. Et c'est le cas de le dire, je secoue les branches. On avait réuni les 50 plus grandes branches. Vous voyez que petit à petit... On en est où d'ailleurs? Combien de branches? 3 ont déjà signé. 3 mais elles couvrent beaucoup de salariés quand même. Quand je dis les industries chimiques, les industries de métallurgie, hier les banques, demain les assurances, c'est des emplois qui sont annoncés pour les prochaines années. C'est de l'apprentissage qui est annoncé, c'est de l'investissement. Et ça va porter ses fruits. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas assez porté ses fruits. Puis il y a l'environnement international, vous en conviendrez, c'est-à-dire européen. Donc on est aussi tenant quand on a des politiques d'emploi comme moi, parce que je porte les politiques d'emploi au nom du gouvernement, et pas n'importe lesquelles. Et elles sont fructueuses, par exemple les 150 000 emplois d'avenir. Quand on porte ces politiques d'emploi, permettez-moi de le dire, on est quand même dépendant de la croissance, et tout le monde le sait bien. Dépendant de la croissance, évidemment. Alors comment, par exemple, faciliter l'embauche dans les petites entreprises? Je sais que vous y réfléchissez. Je cherche toutes les solutions que nous pouvons mettre en place. On expérimente. Alors il y a une idée. Il y a par exemple un problème que je ressens dans les petites entreprises. Les chefs d'entreprise, des entreprises de moins de 10 pour parler clair, là où il y a potentiellement de l'emploi, c'est PME, TPE, ils ont peur d'avoir à gérer, ils savent pas gérer un contrat de travail, ils savent pas bien embaucher, ils se disaient comment ça va se passer si demain je suis obligé de licencier, de me séparer, si j'ai plus les commandes pour répondre. C'est ça qu'il faut qu'on regarde avec eux. Et Par exemple, il y a une idée qui circule, des salariés employés en CDI par des sociétés de travail temporaires et détachés dans des entreprises artisanales ou industrielles en fonction de leurs besoins. Ça pourrait être C'est une bonne idée, ça? Les groupements d'employeurs, le même principe, un groupement d'employeurs qui porterait le contrat de travail pour l'entreprise, pour le petit entrepreneur qui ne sait pas bien gérer ça. Contrat de travail unique, vous êtes favorable ou pas? Comme en Italie, puisque les Italiens réfléchissent à la question. Et je sais que vous regardez beaucoup ce qui se passe en Italie. Enfin, du moins, chez Manuel Valls, on regarde beaucoup. Oui, mais je ne sais pas bien ce que ça veut dire, le contrat de travail. Si on supprime CDI et CDD, et on fait quoi par... Eh ben, je sais pas, on remplace un CDI plus flexible dans les premiers mois. D'accord. Un CDI plus flexible dans les premiers mois. On l'a déjà, on a fait des avancées en la matière. Les partenaires sociaux ont fait Est-ce qu'il faut plus de flexibilité? C'est ce que demandent aussi les chefs d'entreprise. Si plus de flexibilité, c'est plus de facilité à licencier, non.
voilà. Je ne sais plus qui disait cette chose assez simple. Il faudrait que le CDI soit un tout petit peu plus flexible et le CDD beaucoup moins. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, on fait... Alors, on supprime le CDI et le CDD, on le remplace par un contrat de travail unique. Et qui porte atteinte... Vous réfléchissez ou pas? Non, je réponds non. Moi, personnellement, non. Non. Vous dites non au travail? Non, mais vous savez, mon prédécesseur, parce que c'était une grande idée dans les années 2007-2008. Oui, tout à fait. Je crois que, je ne sais pas si c'est Xavier Bertrand, en tous les cas, peu importe. Un de mes prédécesseurs en 2007-2008, il a soumis ça aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont dit non, il n'y en a pas question. Donc moi, je dis aujourd'hui, avançons sur le dialogue social, mais ne reprenons pas des idées qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Bon, réformer le droit du travail, c'est important, c'est nécessaire. Oui, ça passe par les partenaires sociaux. Mais c'est nécessaire. Oui, alléger, simplifier, améliorer, rendre plus efficace, plus fluide. Oui, c'est des choses sur lesquelles... Concrètement, on va voir ce qui va se passer. Non, mais concrètement, oui, je sais. Moi, je veux pas préjuger de la négociation. Je veux pas préjuger de la négociation. Vous avez vu la dernière proposition du MEDEF? Est-ce que vous avez vu la dernière proposition du MEDEF, qui est une proposition qui commence à faire un peu de bruit, puisqu'il s'agirait... Oui, je vois tout de suite. Non, moi je suis un peu désespéré de voir des propositions comme celle-là. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Ça serait la création d'un conseil d'entreprise au sein des entreprises qui regrouperait toutes les instances représentatives des salariés. Oui, c'est bizarre le patronat français dans les postures qu'il prend. Je parle des postures, dans les postures qu'il prend. Parce que quand on compare, il cite tout le temps l'Allemagne en exemple. J'ai rencontré l'autre jour le patronat allemand. Il est venu au ministère, j'ai discuté avec eux. En Allemagne, il y a des délégués du personnel dans les entreprises à partir de 5. Nous, c'est une obligation à partir de 10. Eux, c'est une possibilité à partir de 5. Il y en a beaucoup en Allemagne. Nous, alors que c'est une obligation, il n'y en a pas beaucoup entre 10 et 20. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ferait avancer, comment on ferait avancer le dialogue social dans l'entreprise, qui est nécessaire. Je le disais encore hier auprès d'un syndicaliste que j'honorais de la CFDT, un grand syndicaliste. Je disais que je ne vois pas comment on ferait avancer le dialogue social en supprimant, parce que c'est ça quand même, le but poursuivi. C'est une provocation? C'est une grande maladresse, oui. C'est une grande maladresse. Vous êtes opposé? Oh oui, franchement. Enfin, je pense que oui, ça fait un peu provocation au moment où il faut avancer, voilà. Il faut avancer. Oui, il faut avancer. Oui, mais avancer comment? Vous dites qu'il faut un peu réformer le droit du travail. Mais est-ce qu'il faut réformer je ne sais pas, quelles sont les grandes réformes administratives? Les organisations syndicales, par exemple, quand je discute avec elles, et là, elles discutent avec le patronat, elles se rendent bien compte, parce qu'elles le vivent aussi, qu'il y a des lourdeurs dans les obligations qui existent, créées par les seuils. C'est-à-dire par exemple, le nombre de réunions, les doublons de réunions. Donc, quand je leur dis rendez plus efficace, supprimer un certain nombre de réunions inutiles qui pèsent y compris sur les syndicalistes, ils me le disent. Donc ça, ils le savent. Donc ils peuvent faire cela, ils peuvent avancer ensemble. Moi, par exemple, j'ai fait une proposition, je ne sais pas quel impact elle aura, mais à l'extérieur de notre pays, je le dis, c'est une image négative. Imaginez qu'on puisse envisager qu'un chef d'entreprise soit condamné à 1 an de prison pour une tentative de délit d'entrave, c'est-à-dire justement parce qu'il y a, par exemple, X réunions et qu'il ne tient pas les X réunions, c'est quelque chose qu'on devrait changer. Par contre, il devrait y avoir des vraies amendes. Donc revoir les seuils sociaux, vous n'êtes pas contre. Déroger à certaines règles sur le temps de travail, vous n'êtes pas complètement contre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Je ne sais pas, non, moi j'attends est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu plus de souplesse dans l'entreprise, dans la discussion? Si, il y a plus de souplesse dans éviter le temps de travail, éviter les réunions, les doublons. Pour le temps de travail. Mais le temps de travail, ça existe déjà, vous savez, par l'accord qui a été passé, l'accord interprofessionnel. Il y a possibilité aujourd'hui de moduler le temps de travail. Et donc, il y a encourager cette modulation du temps de travail? Ça dépend des circonstances économiques. Oui, mais est-ce qu'il faut? Oui, d'accord. Je veux dire, vous savez, quand il y a une forte demande, quand il y a de la tension, il faut travailler plus de 35 heures quand il y a une forte demande. Il y a des heures sup, parce que c'est nécessaire, parce qu'on manque de personnel, parce que on n'a pas assez formé. Et dans les mesures que nous avons prises, parce que moi j'ai quand même un problème, je sais que ça, toujours tout le monde me dit, mais où c'est que vous avez été chercher ces chiffres? Je les ai été chercher au Conseil d'orientation de l'emploi. Il y a actuellement, par exemple, on dit, alors les chiffres sont contestables, mais à peu près 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans notre pays. Moi, mon souci, c'est comment peut-il y avoir 300 000 emplois non pourvus et 3 400 000 chômeurs, catégorie A. Et donc, je dis, améliorons la formation. On a mis en place, le président de la République, le Premier ministre avait décidé ça, 100 000 emplois prioritaires. Et donc, l'idée, c'est on forme des gens pour qu'ils puissent répondre à la
la demande au niveau local. Donc ça va porter l'argent ses de fruits. la formation professionnelle, la réforme, parce qu'on parle beaucoup de réforme, ça fait des mois et des mois, des années. C'est une belle réforme, franchement. Oui, alors quand? Oui, au 1er janvier. 1er janvier. Beaucoup de choses au 1er janvier. Bon. Beaucoup de choses. La réforme du fonctionnement des prud'hommes. Après le 1er janvier. Oui, mais je vous inviterai, il n'y a pas de problème. Réformer le fonctionnement des prud'hommes, c'est important, nécessaire. Oui, bien sûr, parce que c'est quelque nécessaire. chose. Oui, bien sûr. Parce que les chefs d'entreprise se plaignent. Oui, mais les salariés aussi. Oui, parce qu'il y a une insécurisation juridique quand vous attendez 4 ans, 3 ans, une réponse à un conflit entre un chef d'entreprise et un salarié. Et donc il faut accélérer le temps de médiation, de conciliation, et il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est une sécurisation pour le chef d'entreprise aussi. Et dernière chose, ce vote à l'Assemblée nationale, lundi soir, dans le cadre du budget de la sécurité sociale, les dividendes touchés par les chefs d'entreprise qui seraient taxés, enfin, taxe sociale. Vous en pensez quoi? Oui, je crois savoir qu'il s'agit des dividendes qui remplacent des salaires en réalité. Oui, c'est-à-dire le petit chef d'entreprise, par exemple. Je prends cet exemple. Qui se prend pas de salaire, mais qui touche des dividendes, il va devoir payer des cotisations sociales. C'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Bien. Merci François Rebsamen. 8h56.